7 février 1951. Les collines près de Soamni, en Corée, sont gelées en lames de glace et de pierre. L'air est si froid qu'on a l'impression d'avaler du verre à chaque respiration, un froid amer et métallique qui s'infiltre à travers la laine et la toile et s'installe profondément dans les os. Ici, sur les pentes d'une élévation désolée, désignée colline 180, vous pouvez entendre le craquement aigu des obus entrants fendant l'air glacial, suivi du bourdonnement furieux de leur passage. Vous êtes accroupi bas, la joue pressée contre la crosse gelée d'un M1 Garand, tandis que des éclats de granit et de terre glacée jaillissent dans l'air où se tenait un homme un instant auparavant. C'est la réalité pour les soldats de la compagnie E du 27e régiment d'infanterie, les Wolfhounds, et leur avancée s'est arrêtée dans un bain de sang gelé. Depuis une légère dépression dans la terre saupoudrée de neige, le capitaine Lewis Millet observe la catastrophe qui se déroule. Son souffle forme un panache dans l'air raréfié, chaque expiration un fugace nuage blanc sur le ciel gris morne. Tout autour de lui, ces hommes sont cloués au sol, se cachant derrière n'importe quelle roche ou pli du terrain qui offre la moindre protection. Le crépitement d'au moins 2, peut-être 3, mitrailleuses lourdes résonnent depuis la crête fortifiée de la colline, leur champ de tir imbriqué, créant une toile mortelle qu'aucun homme ne peut traverser. Des pistolets mitrailleurs et des fusils ajoutent à la cacophonie une tempête d'acier incessante qui maintient toutes les têtes baissées. 2 de ces 3 sections sont prises dans ce terrain de chasse, à découvert. La 3e peine à fournir un tir de couverture, mais l'ennemi détient tous les avantages. Ils ont le terrain élevé, ils ont des positions fortifiées, et ils ont les Wolfhounds droits dans leur ligne de mire. Un médecin, son brassard à croix rouge, cible évidente sur la neige, rampe à basse altitude devant la position de Millet, traînant un soldat blessé par les sangles de sa veste de campagne. Le blessé laisse une traînée sombre sur le sol gelé. Les sons sont une symphonie de désespoir, le crépitement des fusils, le bruit sourd des balles frappant chair et terre, les gémissements bas des blessés et les cris frénétiques des sergents de section essayant de maintenir le contrôle. « Baissez la tête !» hurle l'un d'eux, sa voix presque engloutie par le rugissement d'une Browning Automatic Rifle qui ouvre le feu de la ligne américaine. C'est un effort futile. Ils ne peuvent ni avancer, ni rester là où ils sont. Le soleil, un disque faible et brumeux dans le ciel d'hiver, n'offre aucune chaleur, seulement la lumière froide qui permet de regarder les hommes mourir. Le capitaine Millet sent une colère familière et glaciale monter dans ses entrailles. Ce n'est pas sa première guerre, il s'est battu en Afrique du Nord, en Sicile et en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, gagnant une Silver Star après avoir déserté son poste dans une unité de l'armée de l'air juste pour rejoindre le front. C'est un combattant, pas un stratège qui déplace des pions sur une carte. Certains officiers le traitent d'imprudent, un homme dont l'audace frise parfois l'insubordination. Mais ces hommes le connaissent sous le nom de Louis, un chef qui ne leur demanderait jamais d'aller là où il ne mènerait pas lui-même. Il observe tandis qu'un nid de mitrailleuses sur la crête crache un autre flot de traçantes, forçant une escouade entière à s'enfouir plus profondément dans la terre gelée. Il peut voir la peur et la futilité dans leur posture. Il sait que dans 10 minutes, 15 autres, sa compagnie cessera d'être une force de combat efficace. Elle sera une collection de pertes et de survivants, brisés et dispersés sur cette colline abandonnée. L'air lui-même crépite de la tension qui précède le point de rupture. Chaque soldat ici comprend l'arithmétique brutale de leur situation. Rester, c'est être réduit, homme par homme. Battre en retraite serait courir un couloir de mort à travers le terrain découvert qu'ils viennent de traverser. L'objectif stratégique, ce morceau de terrain élevé, aride et insignifiant, est devenu un hachoir à viande. Les histoires de héros se forgent dans des moments comme celui-ci, lorsque le chemin à suivre est bloqué par des obstacles insurmontables. Si vous pensez que ces récits de courage méritent d'être rappelés, vous abonner à la chaîne garantit que l'héritage d'hommes comme le capitaine Millet ne sera jamais perdu dans le temps. Il déplace son poids, le sol gelé craquant sous lui. Il sait qu'une décision doit être prise maintenant, pas dans 5 minutes.
Ce ne sera pas une décision née d'une planification minutieuse dans une tente de l'échelon arrière. Elle naîtra ici, dans la terre gelée, sous la menace d'une annihilation totale. La décision se cristallise dans l'esprit du capitaine Millet, non pas comme un calcul tactique complexe, mais comme une vérité primale et irréfutable. La puissance de feu les a abandonnés. La manœuvre est impossible. Tout ce qui reste, c'est le choc, la violence et la puissance brute et terrifiante de l'acier froid dans les mains d'un homme. Il lève les yeux vers la crête de la colline 180, vers les clignotements des canons des mitrailleuses ennemies. Ils sont confiants là-haut, confortables dans leur fortification, sa compagnie se vidant de son sang à distance. Ils ne s'attendent pas à ce qui va se passer. Aucune armée saine d'esprit, moderne, ne ferait ce qu'il est sur le point d'ordonner. C'est précisément pour cela que cela fonctionnera. Il se relève, ignorant le sifflement furieux d'une balle qui passe assez près pour agiter l'air autour de son casque. Il rampe, accroupi, vers la position de son chef de premier peloton, un jeune lieutenant dont le visage est un masque pâle de concentration et de tension. Le sol est traître, un mélange de boue gelée et de pierres à immeubles. La terre vole autour de ses bottes, alors que les fusiliers ennemis suivent ses mouvements. « Faites passer le mot !» hurle Millet par-dessus le vacarme, sa voix un commandement rauque qui tranche le bruit de la bataille. « Dites-leur de fixer les baïonnettes, nous allons monter cette colline !» Le lieutenant le fixe un instant, les yeux écarquillés d'un mélange d'incrédulité et d'admiration. Il n'y a pas de temps pour les questions. Il hoche vivement la tête, la compréhension se dessinant sur son visage, et commence immédiatement à crier l'ordre à ses sous-officiers. Le commandement se propage à travers les pelotons cloués au sol comme un courant électrique. Au début, il est accueilli par la confusion. Fixer les baïonnettes, ici, en 1951, c'est un commandement qui appartient à un autre siècle, à un autre genre de guerre. Mais l'ordre vient du capitaine Millet, de Louis, et cela suffit. Un nouveau son commence à percer les tirs, une série de clics métalliques vifs. Chut, clic, chut, clic. C'est le son des baïonnettes M1, 16 pouces d'acier parkerisé, tirés de leur fourreau et verrouillés sur les cylindres à gaz des fusils M1 Garand. C'est un son délibéré, mécanique, un son de résolution sombre qui se propage d'homme en homme. Les soldats qui, il y a quelques instants encore, s'accrochaient à la terre gelée pour sauver leur vie, commencent à s'agiter, leurs mouvements n'étant plus ceux de la peur, mais de la préparation. Ils vérifient leurs munitions, resserrent leurs prises sur leurs fusils et fixent leurs yeux sur le capitaine. Millet avance le long de la ligne, un homme possédé par un dessein singulier et violent. Il n'est pas derrière ces hommes, il est parmi eux, sa présence, une force de la nature. « Préparez-vous !» crie-t-il, sa voix portant une intensité qui ne laisse aucune place au doute. « Nous allons les prendre, nous allons les traverser en courant. » Il reprend son propre fusil, un M1 Garand qu'il avait posé, et d'un mouvement rapide et expert, il dégaine sa propre baïonnette et l'enclenche. L'arme semble différente maintenant, plus lourde, plus primale. Ce n'est plus seulement une arme à feu, c'est une lance. L'histoire bascule souvent sur les décisions apparemment folles d'un seul individu, des moments où la convention est brisée par la pure volonté. Pour en savoir plus sur ces événements cruciaux qui définissent le courage, pensez à vous abonner et à rejoindre cette chronique de bravoure. Les hommes de la Easy Company regardent leur commandant. Ils voient à le feu dans ses yeux, la certitude absolue dans sa posture. La peur qui les avait paralysés un instant auparavant commence à se transformer en autre chose. Une rage froide et concentrée. Ils sont les Wolfhounds, un régiment avec une histoire légendaire remontant à la Sibérie, et ils sont menés par un homme qui ne craint rien. L'ennemi sur la colline continue de déverser le feu, ignorant le changement capital de morale qui se produit en contrebas. Ils croient avoir piégé les Américains, les laissant saigner, prêts à rompre. Ils n'ont aucune idée qu'ils sont sur le point de faire face à une force d'une époque révolue, une vague d'acier froid et de fureur brute. Le capitaine Millet prend position à l'avant même du peloton central, une position d'exposition maximale. Il regarde à gauche, puis à droite, croisant le regard de ses soldats. Ils sont prêts.
Les clics ont cessé. Un silence étrange et momentané semble tomber sur la ligne américaine, une respiration retenue avant la charge. Pas de clairon, pas de tambour, seulement la voix brute et puissante d'un seul homme. Le capitaine Lewis Millet s'élève de la terre gelée comme s'il était tiré par une force invisible, son fusil tenu prêt, la longue et méchante lame de sa baïonnette pointée directement vers la crête ennemie. Pendant une seconde éternelle, il est une silhouette solitaire sur le paysage coréen désolé, une cible parfaite. Puis, il hurle un seul mot, un commandement qui semble jaillir des profondeurs de son âme. Charge. Ce n'est pas une requête, c'est un déchaînement. Et comme si sa voix avait brisé un sortilège, toute la ligne des premiers et troisième pelotons se lève avec lui. Près de 100 hommes, qui un instant auparavant enfouissaient leur visage dans la terre, sont maintenant debout, une vague de vert olive et d'acier scintillant déferlant sur la pente mortelle. Un rugissement collectif et guttural éclate des gorges des Wolfhounds, un son animal de fureur et de désespoir qui étourdit momentanément les artilleurs ennemis sur la crête. Pendant une fraction de seconde, le torrent de feu d'en haut semble vaciller, l'audace pure et suicidaire de l'attaque provoquant un éclair de disbelief. Puis, cette disbelief se transforme en une fureur paniquée. Les mitrailleuses, qui tiraient par rafales contrôlées, s'ouvrent maintenant dans un rugissement frénétique et ininterrompu, leurs canons rougeoyant d'un rouge cerise dans l'air glacial. La colline entière devient un jardin infernal de terre crachée et d'acier ricochetant, tandis que les artilleurs font pivoter leurs armes d'avant en arrière, essayant de faucher l'impossible vague d'hommes qui courent directement vers leurs canons. Vous êtes dans cette vague. Vous vous levez d'un bond, votre M1 donnant l'impression d'une extension maladroite de vos propres bras. Le sol tremble sous les pas de 200 bottes sur la terre gelée. L'air est un mur solide de bruit, le crépitement assourdissant d'un millier de frelons passant près de vos oreilles. À votre gauche, un homme de votre escouade bascule en avant sans un bruit, son casque glissant sur le sol glacé. À votre droite, un autre crie et s'effondre, serrant une jambe brisée. Il n'y a pas le temps de s'arrêter, pas le temps d'aider. Hésiter, c'est mourir. Vos poumons brûlent de l'air glacial, vos jambes hurlent de protestation, alors que vous déchaînez votre course sur la pente raide et impitoyable. Votre monde entier se réduit à l'espace devant vous et au casque oscillant de l'homme qui vous précède. À la pointe de cette lance humaine se trouve le capitaine Millet. Il court non pas accroupi comme un homme cherchant à éviter les tirs, mais avec une témérité droite, presque méprisante. Il tire avec son garant à la hanche, le fusil secouant dans ses mains, éjectant les clips vides avec un ping caractéristique qui se perd dans le chaos. Il sort une grenade de son équipement, retire la goupille avec ses dents et la lance en arc élevé vers un nid de mitrailleuses qui ravage son flanc gauche. L'explosion, un crump étouffé et une bouffée de fumée noire fait taire momentanément l'arme. Il ne ralentit pas. Il est le moteur de la charge, le point focal de toute la violence, attirant le feu ennemi et le courage de ses hommes dans une mesure égale. Des actes de bravoure aussi bruts sont la base des légendes. Pour garantir que ces histoires de sacrifice ultime et de courage soient préservées, s'abonner est le meilleur moyen de soutenir la mission. La distance se réduit. 50 yards, 40. Les visages des soldats ennemis sont maintenant visibles, cercles pâles de choc et de terreur, regardant par-dessus les bords de leurs trous de mitrailleuses. Ils avaient été des chasseurs. Maintenant, ils sont les chassés. La charge n'est plus une simple ruée désespérée. Elle est devenue d'une force imparable, une vague d'acier vengeur qui ne peut être repoussée. Les premiers hommes de Millet atteignent le bord inférieur des défenses ennemies. Il n'y a pas de pause, pas d'hésitation. Ils sautent dans les tranchées et les trous de mitrailleuses, et le craquement lointain et impersonnel des tirs de fusil est remplacé par les sons brutaux et intimes du combat rapproché. Le monde se dissout en un cauchemar chaotique et claustrophobe de grognements, de cris et du bruit répugnant de l'acier sur l'os. Vous êtes par-dessus le parapet,
atterrissant en position accroupie dans les confines étroits d'une tranchée glissante de glace et de quelque chose de chaud et sombre. Un soldat ennemi, le visage masqué par la terreur et la surprise, se dresse pour vous rencontrer, son fusil se levant trop lentement. Il n'y a pas de pensée, seulement l'instinct. Vous vous élancez en avant. Tout le poids de votre corps derrière les 16 pouces d'acier au bout de votre garand M1. L'impact est choquant, un choc brutal qui remonte vos bras. Le combat est terminé en moins d'une seconde. Mais il y a un autre soldat ennemi juste derrière lui et un autre encore au-delà. Ce n'est plus une bataille de tactique, c'est une série d'une centaine de duels individuels à mort. Les espaces restreints annulent l'avantage numérique de l'ennemi. Les fusils sont trop longs pour être maniés efficacement. Ils deviennent donc des lances courtes et des massues lourdes. Les hommes s'affrontent au corps à corps, glissant dans la neige maculée de sang, combattant avec des couteaux, des outils de tranchée et les poings nus. L'air est épais de l'odeur de la cordite, de la sueur et du sang répandu. Les lignes disciplinées de la charge se sont désintégrées en une mêlée frénétique et tourbillonnante à l'intérieur des propres fortifications ennemies. Les Wolfhounds sont une force sauvage et inarrêtable, leur peur initiale consumée par l'adrénaline incandescente du tuer ou être tué. Et au cœur de cette tempête se trouve le capitaine Lewis Millett. C'est une figure de pure violence cinétique. Il atterrit dans une tranchée juste entre deux soldats ennemis. Il pivote, baïonnette l'homme à sa gauche, puis utilise immédiatement la crosse de son fusil dans un arc brutal et écrasant pour abattre l'homme à sa droite. Il ne s'arrête pas. Il aperçoit un équipage de mitrailleuses, plus loin sur la ligne de tranchée, se remettant du choc initial et tentant de faire pivoter leur arme lourde pour tirer sur les Américains maintenant à l'intérieur de leur périmètre. Millett pousse un rugissement inarticulé et charge seul, courant droit dans la tranchée. Il le voit arriver. Un soldat armé d'une mitraillette essaie de tirer, mais Millett est trop proche, trop rapide. Il empale l'homme avec sa baïonnette, le soulevant de terre, avant de passer au suivant. C'est le combat réduit à ses éléments les plus primordiaux. Une intimité brutale que la guerre moderne était censée avoir rendue obsolète. C'est le genre de combat qui exige un courage presque impossible à comprendre depuis la distance de sécurité de l'histoire. Les histoires des hommes qui ont affronté ce genre d'horreur méritent d'être honorées, et s'abonner est un moyen puissant de garantir que leur héritage de bravoure perdure. Dans la tranchée, Millett est un tourbillon de destruction. Il jette son fusil désormais vide, sort son pistolet M1911 de calibre 45 et continue de se frayer un chemin vers la mitrailleuse obstinément résistante. Il abat un mitrailleur, puis assomme un autre à coups de crosse de pistolet, ses mouvements économiques et mortels. Inspirés par son exemple impossible, ces hommes se précipitent avec une férocité renouvelée. Ils combattent avec la conviction d'hommes qui savent que leur chef partage le plus grand risque. Ils déferlent sur les positions ennemies restantes dans la tranchée avancée, submergeant les défenseurs par une agression pure et concentrée. En quelques minutes brutales, ce qui était une ligne de défense fortifiée est maintenant une maison de la mort, jonchée des corps de ses anciens occupants. Les Américains ont pris pied, mais alors que le capitaine Millett s'arrête un instant, la poitrine haletante, rechargeant son pistolet avec un nouveau chargeur, il lève les yeux. Le combat n'est pas terminé. Plus haut sur la pente, sur la véritable crête de la colline 180, la force ennemie principale est retranchée, préparant une contre-attaque. Il sait qu'ils n'ont remporté que la première manche. Il n'y a pas de temps pour le repos, pas de temps pour soigner les blessés ou compter les morts. S'arrêter maintenant, dans la tranchée avancée capturée mais exposée, serait un suicide. La principale force ennemie sur la seconde crête plus élevée de la côte 180 réagit déjà. Des ordres criés dans une langue étrangère descendent la pente et le son distinct et lourd d'une mitrailleuse de type Maxim en cours de repositionnement grince dans l'air. Il se prépare à faire pleuvoir la mort sur le terrain que la compagnie Easy vient de payer en sang. Le capitaine Millett comprend le calcul brutal de l'élan. S'arrêter, c'est céder l'initiative, devenir une cible statique et mourir.
Ils doivent continuer. Il regarde les visages des hommes autour de lui. Ils sont maculés de boue et de sang, leurs yeux écarquillés par le contre-coup des combats sauvages. Leur poitrine se soulève, aspirant l'air douloureusement froid. Ils viennent de survivre à l'enfer et il est sur le point de leur demander d'y retourner. Il ne perd pas de temps avec un discours. Les mots sont inutiles ici. Seule l'action compte. Il se retourne, sort de la sécurité relative de la tranchée capturée et se tient à nouveau exposé sur la colline ouverte. Il pointe sa baïonnette, encore sombre de la preuve de son récent travail, vers la dernière position ennemie à environ 75 yards en amont. « Allons-y !» rugit-il, sa voix rauque et craquelante de tension. « Nous n'avons pas fini ! Suivez-moi !» Pendant un instant, cela semble une requête impossible. Les hommes sont épuisés, leur adrénaline commence à s'estomper, le froid et la douleur commencent à s'installer. Puis, un par un, ils commencent à suivre. Un sergent de peloton est le premier à se lever, puis un caporal, puis un soldat qui ne peut avoir plus de 18 ans. Ils sortent de la tranchée, leurs mouvements raides et lasses, et forment une ligne irrégulière de part et d'autre de leur capitaine. Ce n'est plus une compagnie entière, mais un reste ensanglanté et déterminé. La vue de leur chef, déjà en mouvement, déjà attirant le feu, est un ordre plus puissant que n'importe quel ordre verbal. Ils se penchent sur la pente et recommencent à courir. L'ennemi au sommet est prêt, cette fois. Il n'y a pas de choc, seulement une fusillade préparée et furieuse. Les mitrailleuses, les fusils et les lance-grenades ouvrent le feu, labourant le sol devant les Américains qui avancent. La pente est plus raide ici, le terrain plus traître. Des hommes glissent sur des plaques de glace et tombent, certains se relevant, d'autres restant immobiles. La charge est plus lente maintenant, plus décousue, un produit de la pure volonté plutôt que de l'énergie explosive. Millet est encore en tête, une cible pour le feu ennemi. Pourtant, il reste indemne. Il continue de tirer avec son pistolet, les claquements secs du calibre 45 contrastant avec les armes automatiques de l'ennemi. Cette forme de commandement, où un chef mène depuis l'avant absolu, est une caractéristique des plus grandes légendes du champ de bataille. En suivant cette chaîne, en vous abonnant, vous pouvez assister à d'autres récits extraordinaires de commandement et de courage. 40 yards, 30. Une grenade explose juste devant Millet, un souffle assourdissant qui projette une pluie de terre gelée et d'éclats chauds dans les airs. Il trébuche, touché aux jambes et au dos par des fragments, mais il ne tombe pas. Il pousse un cri de douleur et de rage et avance, son rythme ralentissant à peine. Voir leur capitaine touché et pourtant continuer d'avancer a un effet électrisant sur ces hommes. Toute hésitation restante est vaporisée, remplacée par une fureur protectrice. Ils se précipitent devant lui, leur rugissement de colère et de défi visant désormais à venger leur chef. La ligne désordonnée des Wolfhounds, dont il ne reste plus qu'une cinquantaine d'hommes, se transforme une fois de plus en une pointe de lance vengeresse, visant directement le cœur de la dernière position ennemie. La collision finale est un maelstrom de désespoir. Les Américains, animés par un mélange de rage, d'épuisement et du besoin primal de finir le combat, se jettent sur la ligne ennemie principale. Ce n'est pas la défense paniquée de la tranchée inférieure, ce sont les défenseurs centraux, bien retranchés et déterminés à tenir leur position. Mais les Wolfhounds sont une force au-delà de la raison. Ils se jettent dans le dernier ensemble de trous de renard et de bunkers avec une férocité qui confine au surhumain. Le combat est immédiat, personnel et absolument sans quartier. Baïonnettes, crosses de fusil et mains nues sont à nouveau les armes principales. Le sommet de la colline 180 devient un vortex tourbillonnant de combats rapprochés. Le capitaine Millet, malgré ses blessures, est au cœur de l'action. Les éclats d'obus dans ses jambes envoient des décharges de douleur fulgurantes dans tout son corps à chaque mouvement, mais il continue à se battre comme s'il était possédé. Il a jeté son pistolet vide et manie maintenant un fusil ennemi abandonné comme une massue, sa baïonnette ayant été brisée lors d'une rencontre antérieure. Il se déplace d'un foyer de résistance à l'autre, sa présence un présage terrifiant pour les défenseurs et un symbole galvanisant pour ses hommes.
Il réduit personnellement au silence un poste de mitrailleuse qui retient son flanc droit, assommant l'équipage avant qu'ils ne puissent braquer leurs armes sur ces soldats à l'intérieur du périmètre. Il n'est plus seulement un capitaine, il est l'incarnation vivante de l'esprit Wolfhound, un attaquant implacable et inarrêtable. Lentement, douloureusement, la marée tourne. La violence pure et soutenue de l'assaut américain commence à briser la volonté de l'ennemi. Les défenseurs qui restent et combattent sont abattus. Ceux qui tentent de fuir sont abattus dans le dos. Un petit groupe tente de se rendre, levant les mains, mais dans la frénésie chaotique de la mêlée, ils sont submergés avant qu'un ordre de prendre des prisonniers ne puisse être donné. L'élan est absolu. Les soldats ennemis restants, voyant leurs camarades tomber et leur position être submergée, finissent par rompre. Ils abandonnent leurs armes lourdes, sortent en rampant de leurs fortifications et commencent une fuite désespérée et paniquée en bas de la pente inverse de la colline. Les hommes survivants de la Easy Company se relèvent des positions capturées, leurs corps meurtris et saignants, et déversent un feu de fusil discipliné sur l'ennemi en retraite, s'assurant qu'il ne puisse pas se regrouper pour une contre-attaque. Et puis, aussi rapidement qu'elle a commencé, la bataille est terminée. Un silence presque surnaturel descend sur la colline, rompu seulement par les halètements saccadés des survivants épuisés, les gémissements sourds des blessés des deux camps et le sifflement du vent sur la crête gelée. La bataille pour la colline 180 a été gagnée. Le capitaine Millett se tient d'une manière instable, s'appuyant sur le fusil ennemi, observant la scène. Les pentes sont jonchées du coup de sa décision audacieuse. Mais sa compagnie, qui était au bord de l'anéantissement, commande maintenant le terrain élevé. Il ne les a pas seulement sauvés de l'encerclement, il a atteint son objectif contre toute attente. L'impact total de leur accomplissement commence à se faire sentir. Ils ont mis en déroute une force estimée à au moins le double de leur taille, s'emparant d'une position fortement fortifiée par le simple choc d'une charge à la baïonnette. Un tel événement témoigne du fait que parfois les formes de guerre les plus anciennes et les plus brutales sont les plus efficaces. La préservation de ces moments incroyables de l'histoire militaire est notre mission principale. Et en vous abonnant, vous garantissez que ces chroniques d'héroïsme continuent d'être racontées. Millett se permet enfin de s'asseoir, le feu du combat s'estompant pour révéler la douleur profonde et lancinante de ses blessures. Des médecins commencent à se déplacer parmi les hommes, leur travail ne faisant que commencer. En regardant en bas de la pente, le chemin qu'ils avaient parcouru, il semble impossible que l'un d'entre eux ait réussi à atteindre le sommet vivant. Les suites sont un paysage de comptabilité austère et brutale. Sur la neige maculée de sang et la terre gelée de la côte 180, le prix de la victoire est mis à nu. Les médecins de la Easy Company se déplacent méthodiquement dans les tranchées capturées, leurs mouvements urgents mais lasses. Ils placent des étiquettes sur les soldats américains tombés et travaillent désespérément à stabiliser les blessés, le capitaine Millett parmi eux. Les blessures causées par les éclats d'obus dans son dos et ses jambes sont importantes, saignant lentement dans l'air glacial, mais il refuse une évacuation prioritaire, insistant pour que ces hommes plus gravement blessés soient descendus de la colline en premier. Son leadership, si féroce lors de l'attaque, est maintenant celui d'un commandement calme et inébranlable dans son sillage. Il observe ses sergents procéder à un rapide décompte. Les chiffres sont sombres, la Easy Company a subi de lourdes pertes. Presque tous les hommes qui ont participé à la charge ont été blessés d'une manière ou d'une autre, mais ils sont vivants. Ils tiennent la colline. En dessous d'eux, le reste du bataillon, qui avait été cloué au sol par le même feu croisé, peut maintenant avancer. La position stratégique clé qui avait verrouillé l'ensemble du front a été ouverte par l'audace pure et anachronique d'une seule compagnie d'hommes dirigée par un capitaine jugé imprudent par ses supérieurs. Alors que le soleil commence sa descente, projetant de longues ombres froides sur le champ de bataille, l'ampleur de ce qu'ils ont accompli devient claire. Un décompte des morts ennemis révèle la terrible efficacité de la charge. Plus de 40 soldats ennemis gisent dans les tranchées et les bunkers, la plupart tués à la baïonnette ou à bout portant.
Des dizaines d'autres sont dispersés sur le revers de la pente, abattus alors qu'ils fuyaient. Ils avaient capturé des armes, des renseignements et, plus important encore, ils avaient brisé le moral de l'ennemi dans ce secteur. La nouvelle de la charge de la colline de la baïonnette se répand comme une traînée de poudre le long des lignes américaines, une secousse d'inspiration dans une guerre souvent caractérisée par des combats d'attrition épuisants et statiques. L'homme autrefois critiqué pour sa témérité est maintenant célébré comme un héros. Son action singulière et décisive, née non pas d'une réunion d'état-major, mais de la réalité désespérée du front, avait sauvé la vie de ces hommes en les exposant complètement au danger. C'était un paradoxe du combat que seuls ceux qui y ont été peuvent vraiment comprendre. Le capitaine Lewis Millet serait évacué contre son gré, ses blessures le forçant enfin à quitter le champ de bataille. Ses actions, ce gelé 7 février 1951, lui vaudraient la plus haute distinction de bravoure de la nation, la Medal of Honor. Sa citation parlerait de sa galanterie et de son intrépidité remarquable, dépassant le devoir. Mais pour les hommes de la Easy Company, les Wolfhounds, il était simplement Louis, le capitaine qui menait depuis l'avant, l'homme qui courait vers les canons pour qu'ils aient le courage de le suivre. L'histoire du capitaine Millet nous rappelle brutalement qu'en cas de destruction certaine, le chemin le plus audacieux est parfois le seul pour survivre. Son héritage, ainsi que celui de héros comme lui, est la raison d'être de cette chaîne. Nous sommes profondément reconnaissants aux spectateurs qui s'abonnent, garantissant que ces chroniques intemporelles de courage ne seront jamais oubliées. Sa charge à la baïonnette sur la colline 180 entrerait dans la légende permanente de l'armée des États-Unis, un acte de bravoure légendaire d'une guerre oubliée, prouvant que parfois, l'histoire s'écrit non pas avec une plume, mais avec de l'acier froid et dur.